Bonjour, moi c'est Johan Giroud, ancien international suisse et notamment passé par Arsenal. J'étais un enfant hypersensible, du sens où quand j'arrivais pas à faire un truc, quand je perdais, je pleurais. Et c'était une façon d'exprimer mon mécontentement par rapport à l'échec, je pense. Donc j'ai toujours su exprimer mes, euh, mes émotions petits. Mais le problème, c'est que ça causait souvent problème. Quand un enfant pleure ou un garçon pleure, du sens parce qu'il a perdu ou parce qu'il se fait gronder, c'était pas forcément toujours acceptable. Donc j'ai dû en fait un peu refermer cette porte-là et aussi m'endurcir, on va dire. Et aujourd'hui, dans le monde adulte, quand tu es footballeur, par moment, tu dois aussi pas toujours exprimer tes émotions. Donc j'ai dû réapprendre à les exprimer. C'est pas simple d'exprimer ses émotions parce qu'en fait, comme tu es dans un moule où tu fermes tout, c'est-à-dire que tu contrôles, tu es dans le contrôle constamment par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu peux dire, par rapport au fait que les gens peut-être peuvent être durs avec toi parce que c'est un monde de critique aussi. Tu es exposé, tu es dans un monde, en fait, tu es une figure publique, donc on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc il faut des fois se retenir par rapport à ce qu'on a envie de dire. Mais après, peu à peu, on comprend que voilà, on est aussi un être humain et pas un robot et qu'on a le droit d'exprimer ce qu'on ressent aussi. Bon, je suis prêt à être vulnérable, mais est-ce que tout le monde l'est? Tu vois, c'est la question. C'est-à-dire qu'au final, on peut être fâché. Est-ce qu'on a le courage d'aller dire à son coach qu'on est fâché parce que c'est lui le boss, c'est celui qui décide. Mais est-ce qu'on a le droit, ou on se donne le droit d'aller lui parler, par exemple? Ou est-ce qu'on a le droit de dire je sais pas, on n'est justement pas content avec une décision? Et le dire qu'on est triste aussi. En fait, toutes ces émotions-là qui font que justement on s'expose à un jugement, entre guillemets, à un jugement de faiblesse, ah, il se plaint toujours, alors qu'au final, j'ai le droit, c'est mes émotions. Et je pense que ouais, c'est ça la complexité avec les émotions, c'est à quel moment et comment, en fait. T'as pas envie de passer pour quelqu'un de faible. C'est souvent en fait le combat, hein. C'est-à-dire que tu rentres dans un monde qui est très très dur, qui est viril, on va dire un petit peu, où tu joues contre l'adversaire, c'est le meilleur qui gagne dans ton équipe, tu dois te faire une place, tu dois essayer d'être le meilleur pour pouvoir jouer. Donc c'est compliqué par moment quand tu es jeune comme ça, de te dire ok, en fait là je suis pas bien, ou là je stresse, ou là ça va pas le faire, parce que ça pourrait être vu comme une faille. Et souvent c'est ces failles-là qui donnent qu'en fait la possibilité de réussir ou pas de réussir. Parce que l'aspect mental prend beaucoup beaucoup de place dans le fait, mais plutôt dans le côté est-ce que cette personne est prête à endurer en fait les difficultés? Est-ce que cette personne va se relever s'il y a des choses négatives? En fait, cette endurance mentale. Et c'est vrai que dans le milieu de foot, eh ben, c'est compliqué de montrer un petit peu de, entre guillemets, de faiblesse mentale. Je pense qu'il y a une pression, ouais, sur les hommes. Disons que nos croyances étaient que l'homme, entre guillemets, de nouveau, doit être entreprenant, doit être fort, doit être viril, doit mener, n'avoir aucune faiblesse presque, ne peut pas montrer quelques signes de vulnérabilité. Et je pense que c'est faux parce que, justement, je prends l'exemple de quand j'étais petit, où je pleurais quand je perdais ou quand j'étais pas content. Et bien en fait, on m'a tout de suite mis, en fait, genre, mais arrête de pleurer. Euh, Pourquoi tu pleures, en fait? Sois fort. Mais ma question que j'ai envie de me dire, c'est mais je pleure parce que je suis pas content, donc je montre une émotion. Est-ce que c'est pas compréhensible? Et en fait, c'est pour ça que la pression se met déjà au plus jeune âge. C'est qu'en fait, on est dans des cases où on dit justement, il ne faut pas pleurer parce que tu es un garçon. Et tu dois montrer l'exemple. Et encore plus stigmatisé, excusez-moi, qui était le gros truc, c'est les filles qui pleurent et pas les garçons. Donc en fait, de nouveau, là, on voit quelle pression est mise, parce qu'après, c'est justement une question de comparaison. Donc je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Donc je suis fort et je ne suis pas faible. Et c'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, on arrive dans des sociétés où les gens pensent qu'ils peuvent dominer parce que c'est des hommes, ils peuvent être plus forts parce que c'est des hommes, alors qu'au final, c'est pas ça. Il faut juste être soi et avoir une bonne santé mentale et être juste, en fait. Et je pense que malheureusement, dans les vieilles croyances qu'on a, c'est souvent mal amené. Tu t'inspires un petit peu de tout le monde. J'avais des modèles et je pense qu'ils resteront des modèles, c'était mes parents. Mais je ne peux pas dire qu'ils ont fait tout juste.
Je pense que personne ne fait tout juste non plus. Mais souvent, on les prend comme modèles. Mais j'ai envie de dire que j'ai des amis qui sont mes modèles. J'ai des coéquipiers qui ont été mes modèles. J'ai des anciennes gloires du sport qui sont mes modèles, des politiciens. En fait, j'essaie de m'inspirer un petit peu de tout le monde. Chaque gens avec qui j'ai le temps de passer un petit moment et j'ai le privilège de partager un moment, que ce soit de manger ou de discuter, sont des modèles parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des autres. Les modèles masculins, ça va être mon papa surtout. Le modèle masculin doit être fort, doit répondre présent à n'importe quel moment, même quand il est dans la difficulté. Et pour ça, je pense que lui, ça a été un modèle dans le sens que, voilà, même avec de l'adversité, il est toujours resté debout. Et c'est vrai que là, j'ai beaucoup appris, dans le sens où il ne montrait pas forcément ses émotions non plus. Parce qu'il y a ce truc dans notre culture culturelle qui est dans différentes cultures où justement l'homme, malgré les difficultés, doit montrer un visage positif. Et je pense que mon papa, ça me l'a clairement transmis avec une parenthèse qu'à travers le sport, j'ai appris aussi à être beaucoup plus ouvert à la difficulté et à l'accepter, et non pas la refouler. Parce que par moments, c'est aussi une question de refus et de ne pas accepter que c'est dur en fait, mais on va quand même montrer un visage positif. En fait, il faut accepter qui on est réellement. Je disais la dernière fois, et je pense que trop souvent dans la société, on met des masques par rapport aux masques qu'il faut mettre aujourd'hui. Donc je suis pas bien, je mets ce masque de la joie. Je suis triste, je mets ce masque un tel où tout va bien. Et je pense que j'aimerais être le modèle d'une personne qui accepte qui elle est et qui dit les choses avec toute transparence, mais avec respect. Je pense que le respect pour moi est très important et la bienveillance aussi. Mais pour ça, il faut être clair avec soi. Et je pense que c'est le plus compliqué, d'être au clair avec soi, parce qu'il y a du passif, il y a des traumas, il y a des choses qui se sont passées auparavant. Que voilà, je puisse être la personne que j'aimerais être en fait, et au-delà du regard de la société, au-delà du regard des autres, du regard de ce qu'attendent les gens de moi, mais juste en fait pour moi. Et j'aimerais être ce modèle-là. Et mes ressources, c'est vraiment de me recentrer sur moi en fait, de respirer, de m'écouter, de relâcher mon corps. Parce que souvent, quand on va pas bien, on est tendu en fait. Et on oublie qu'on a les outils pour se détendre. Et tout passe par le corps, donc et par le souffle. Et j'ai eu la chance justement de partir et de comprendre qu'il fallait que je puisse me relâcher et d'accepter ces émotions aussi qui sont négatives. Parce que par moments, comme je disais, on les met de côté, mais il faut pouvoir les accueillir et après pouvoir les travailler. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup de souffle, beaucoup de respiration, beaucoup de relâchement du corps. J'ai aussi bien sûr mon sport qui m'aide beaucoup. Et la discussion. La discussion, des discussions transparentes qui aident aussi à pouvoir s'ouvrir et partager. C'est vrai que tellement jeune, tu es dans un moule où en fait, l'échec fait partie de ta progression. C'est-à-dire que tu vas perdre des matchs, tu vas être moins bon, mais tu dois en fait perdurer. Donc, je vais dire que ça s'installe un petit peu naturellement, du sens où tu sais que c'est que temporaire. Tu vois, tu dois en fait être assez fort de te dire que voilà, cette phase sombre est temporaire, avec les outils en fait de bien sûr pas forcément toujours prendre tout à cœur, parce que la difficulté c'est que quand tu es investi dans quelque chose, tu prends tout à cœur et tout personnellement. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est qu'à travers le foot, on a appris à se détacher par moments de l'émotion négative qui peut être subie après une défaite ou qui peut venir après un mauvais match. Comme ça, on peut en fait se recentrer sur ce qui est le plus important, c'est le long terme et la progression. Mais c'est pas simple. Au début, c'est dur parce qu'il y a le regard des autres. On parle de supporters, on parle des parents. En fait, on ne veut pas décevoir. Et je pense que le sentiment le plus compliqué, c'est justement ce sentiment de déception. Quand tu sens que tu as pu décevoir des gens parce que tu as envie de tellement bien faire. Mais il faut, avec les outils, bien sûr, réussir à se détacher de tout ça pour être en fait performant pour soi et non pas pour les autres. En fait, il y a toujours une chose, c'est qu'on dit ça va aller. Mais il n'y a pas vraiment de profondeur dans ça va aller. Et, et moi, j'aurais aimé qu'on me dise qu'on était là pour moi, en fait. À chaque moment difficile. Qu'on serait là pour m'épauler ou même pour me sortir de l'eau si ça va pas, en fait. Parce que c'est souvent ça le plus dur, c'est que ça va aller, oui. Clairement, à un moment donné, ça va passer. Mais ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre 7 ans ou 10 ans pour certaines personnes.
Donc voilà, moi j'aurais aimé qu'on me dise que je serais toujours là. Je pense que ça, c'est tout un chemin aussi. Je pense qu'on y est arrivé. Je pense qu'on y est arrivé, c'est que, par exemple, si je donne un exemple, il y a un ami avec qui j'ai passé énormément de temps. On s'est rencontrés à l'âge de la crèche et aujourd'hui, on est toujours meilleurs amis. Et il y a une période où, en fait, ça allait pas. C'était dur, mais j'arrivais pas, en fait, à moi-même lui demander pourquoi ça allait pas. Parce qu'on était jeunes, parce que si, parce que ça, il y avait les aléas des copines, des choses comme ça, mais il y avait des signes qui étaient flagrants que ça allait pas, mais jamais, en fait, il serait venu me le dire, ou je leur ai posé la question, mais j'aurais jamais eu la réponse que j'aurais voulu entendre. Et je pense que malheureusement, à un certain âge, il y a comme ce mur où en fait on se dit que même si c'est mon pote, je ne peux pas tout partager. Alors qu'en fait, on devrait. Parce que déjà là, l'apprentissage de pouvoir justement casser ces codes est tellement important. Et j'ai essayé, on a essayé. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on a une relation où on peut vraiment se dire comment sont les choses. Par exemple, moi j'étais mal et je peux le partager avec lui ouvertement. Il me donnera conseil. Et je pense qu'il faut aussi un peu plus de maturité. Donc c'est aussi un petit peu le cheminement de la vie qui fait que il y a les codes, il y a les amis, il y a tout ça qui se passe et qu'on ne veut pas montrer une certaine façade parce qu'on pense qu'être faible est une grande, grande faiblesse. Alors qu'au final, d'être vulnérable est une faiblesse. Alors qu'au final, vulnérable ouvre la possibilité à l'aide. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, en fait. On pense qu'en se renfermant sur nous-mêmes, on va trouver la solution tout seul, alors qu'on n'a pas toujours les solutions. On a besoin d'aide par moment. Pour moi, ce qui est important, c'est de faire attention aux gens, de leur demander comment ils vont, mais réellement. Je pense qu'aujourd'hui, on a justement dans ce système, dans cette société, il y a des codes. C'est-à-dire que par exemple, on en parlait la dernière fois, que s'il y a quelque chose de négatif qui se passe, et je prends un exemple, je sais pas, une fausse couche ou un divorce ou une séparation, souvent, on va souvent demander à la femme comment elle va, et pas forcément à l'homme, comment il va dans sa profondeur. Et moi, je pense justement, quand on parle d'égalité, il faut que ce soit aussi à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi que dans la santé mentale et tous ces aspects psychologiques soient aussi, en fait, de la même importance chez les femmes comme chez les hommes. Qu'on prenne soin des hommes aussi qui se séparent, qui perdent un enfant, même si ce n'est pas eux qui l'ont porté. Mais l'impact est tragique, en fait, et pour les deux personnes. Et c'est ça, en fait, que le message que j'aurais, c'est de prendre soin des gens, mais surtout de leur demander comment ils vont et d'aller dans la profondeur.